Ces derniers mois, on assiste à des effondrements d'immeubles dans la ville de Douala. Si certaines personnes pointent d'un doigt accusateur les autorités publiques en charge de délivrer le permis de bâtir, d'autres par contre accusent les techniciens, les ingénieurs et les architectes. Pour faire la lumière sur ce phénomène des effondrements, nous sommes avec Cérès Wabo, ingénieur en bâtiment. Monsieur Wabo, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que ça n'a vraiment pas été facile de vous avoir. Tout à fait. Merci aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de partager en ce qui concerne le domaine du génie civil bâtiment. D'accord. Vous êtes certainement très au fait de ce phénomène des effondrements dans la ville de Douala. Que pouvez-vous dire aux téléspectateurs à ce sujet? Alors déjà, en ce qui concerne les effondrements dans la ville de Douala, premièrement, nous disons, ces promoteurs que au départ, ils ont voulu réaliser un rêve, mais chemin faisant, ils n'ont pas la bonne itinéraire pour savoir à qui s'adresser. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs sont ceux-là que pour eux, ils se disent, pour qu'on se tienne debout, il faudrait uniquement avoir le permis de bâtir. Or, avoir le permis de bâtir, on ne devrait pas se limiter à ce permis de bâtir qui n'est qu'un document. Le permis de bâtir, c'est ce qui donne autorisation à un promoteur de mettre sur pied son ouvrage. Pour cela, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devrait entrer en contact directement d'abord avec ceux-là qui sont les experts du domaine. Premièrement, nous allons parler d'abord de l'architecte, puisque s'il a eu le permis de bâtir, ça veut dire que pour des grands projets à partir de R+2 proprement, puisque c'est à partir de R+2, R+1 qu'on a les effondrements, c'est-à-dire lorsqu'il y a déjà un plancher. Il devra avoir certains documents nécessaires qui est fait par plusieurs corps d'État. Premièrement, d'abord par un architecte qui est un autre corps d'État. Et deuxièmement, par une entreprise géotechnique qui doit faire les études du sol. Et troisièmement, par un ingénieur qui doit faire le calcul de structure. Tant que les trois là ne peuvent pas se mettre ensemble pour produire un document et que ce document sera remis au niveau des autorités pour l'obtention du permis de bâtir, alors on ne pourra pas parler d'un tel projet. Si cela est fait, est-ce que lorsque le promoteur démarre les travaux, est-ce que ce projet est suivi par ceux-là qui ont fait les études théoriques? Puisque si vous avez fait des études théoriques, on ne devait pas se limiter là, on devait continuer au niveau de la pratique. Est-ce que ce sont les documents là qui ont été fournis, qui sont bel et bien en train d'être exécutés sur le terrain? Chose que généralement chez nous, ça ne se passe pas. Il suffit juste qu'on a un permis et bien après vous allez voir l'immeuble est en train de pousser. Et le suivi au niveau des autorités ne se fait pas normalement puisqu'ils ont tous les documents. Donc si je vous entends bien, vous êtes en train de dire ici que c'est parce que l'administration ne fait pas son travail normalement qu'on assiste de plus en plus à ces effondrements. Parce que si déjà l'autorité publique remet le permis de bâtir, vous êtes en train de nous dire que si l'autorité remet le permis de bâtir, il devrait également être derrière le promoteur de cet immeuble-là pour le suivi, pour se rendre effectivement compte que ce qu'il a déclaré vouloir construire est ce qu'il est en train d'être fait sur le terrain. Exactement, c'est ce que je suis en train de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque vous déposez tous ces dossiers pour avoir le permis, pour avoir l'obtention du permis de bâtir, il y a un contrat de maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce que signifie le contrat de maîtrise d'œuvre? C'est-à-dire, c'est l'ingénieur en charge de ce projet-là qui devait faire le suivi de ce projet. Nous avions déposé un dossier complet avec un contrat de maîtrise d'œuvre, mais vous allez vous rendre compte que sur 10 projets qui ont été déposés avec l'obtention du permis de bâtir, avec un contrat de maîtrise d'œuvre, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un ingénieur, ou non, ce n'est pas l'ingénieur de suivi là qui a été notifié lors du démarrage des travaux. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tous les contrats de maîtrise d'œuvre qu'on va déposer au niveau de la communauté urbaine. Vous allez voir qu'il y a un dernier article qui est l'article 11, que chaque ingénieur va mentionner que ce contrat ne peut prendre effet ou ne peut faire foi que si et seulement si, lors du démarrage du travaux, l'ingénieur a été notifié. Ça veut dire que nous certifions un document que nous avions déposé, mais nous ne garantissons pas l'exécution ou nous ne garantissons pas l'ouvrage, la durabilité de l'ouvrage, parce que la réalisation, nous, on n'a pas été consulté pour faire le suivi. Vous voyez un peu, et quand c'est comme ça, vous allez vous rendre compte que ces promoteurs vont prendre n'importe qui, en fait,
pour dire que oui, il a eu à construire, on a vu, pour mettre que faire le suivi du bâtiment. Lui n'ayant pas compris ce que le concepteur ou l'ingénieur ou l'architecte a produit, quel résultat doit-on entendre? Et on devrait vérifier, est-ce que les documents qu'on a sur le terrain, est-ce que le chantier en cours est en étroite conformité avec les documents qui ont été déposés avant l'obtention du permis de bâtir? Si tel n'est pas le cas, pourquoi ce n'est pas l'ingénieur qui a fait le calcul de structure, ou ce n'est pas l'architecte, ou non, ce n'est pas l'entreprise qui a mené les études d'œuvre qui est en train de faire le suivi du projet? Chose qu'on ne fait pas. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas généralement? Est-ce parce que le promoteur ne vient pas vers vous? Ou alors, peut-être pourquoi quand au moment de constituer, d'établir, comment je vais dire ça, le protocole, je ne sais pas si c'est un protocole, quand vous conseillez, pourquoi vous ne conseillez pas les promoteurs? Quand ils viennent, par exemple, ils disent, bon, je veux construire un R+2 sur ce terrain, voilà mon permis de bâtir, je veux que tu me fasses. Quand vous le conseillez, vous devez également, vous également, en tant que technicien, vous avez ce rôle de conseiller. Parce que si vous conseillez ces promoteurs, je ne pense pas que quand ils auront le permis de bâtir, ils auront construit sans toutefois tenir compte de ce que vous avez dit, puisque vous-même vous dites qu'en bas, au niveau de l'article 11, il est dit que ce document, donc vous devez également, vous ne pensez pas que vous avez un peu de responsabilité dans cet ouvrage-là? Merci, ça c'est une très belle question. Je vais vous dire, c'est nous qui sommes face à ces clients, face à la réalité, face à ces choses. Il n'y a aucun ingénieur qui peut produire un document parce que moi, aujourd'hui, je parle de mes ouvrages parce que j'ai assisté jusqu'à la remise des clés. C'est notre souhait. Nous fournissons tous les efforts possibles pour construire un bon document. Et ce document, au moment d'entrer dans la phase d'exécution, il est maintenant question que le promoteur et l'ingénieur qui s'entendent sur le contrat. Généralement, ils disent que nous sommes chers. Nous sommes chers parce qu'ils disent que qu'est-ce que nous allons apporter comme matériel. Par contre, il faudrait vous rendre compte que le promoteur a l'argent du ciment, il a l'argent du fer. Même si vous demandez d'acheter 15 barres de fer et qu'il fallait 3 barres de fer, il aura l'argent de 15 barres de fer. Alors qu'il fallait peut-être 3 barres de fer. Ça, vous comprenez qu'il y a l'argent pour construire, mais il n'y a pas l'argent pour payer l'intelligence que l'ingénieur apporte. C'est ce que nous sommes confrontés chaque jour. Vous vous rendez compte que dans un chantier, le week-end, on ne paye pas. On n'a pas l'argent pour payer les ouvriers, pour payer l'ingénieur. Mais il y a le ciment en stock au magasin. Il y a les fers, il y a tout. Mais on dit, le maçon, on pourra donner au maçon parce qu'il a déposé 2 papiers, on a vu c'est monter. Mais ils ignorent que c'est l'idée qui est le plus important. Parce que si le maçon n'a pas l'idée, si on n'a pas déjà travaillé l'idée et mettre sur pied, on va dire qu'est-ce qu'on paye. L'ingénieur vient le matin, il rentre le soir. Mais s'il n'était pas là, est-ce qu'on n'a pas monté 4 papins, 5 papins? Ils ignorent que notre présence, nous sommes là pour réduire les coûts. Et si vous prenez un projet, qui a un projet pour réaliser sur 2 sites bien différents, vous allez vous rendre compte que ce même projet qui est suivi par un ingénieur et l'autre projet qui n'est pas suivi par un ingénieur, si le budget était prévu, peut-être si on avait prévu un montant pour ce projet, vous allez vous rendre compte où il y a l'ingénieur, les prix à la fin de l'ouvrage, y compris le salaire de l'ingénieur, le salaire de tous les participants, vous allez vous rendre compte que ce projet devient moins coûteux que le projet qui a été exécuté sans un ingénieur sur le terrain. Il dit y compris le salaire de l'ingénieur. Puisque l'ingénieur minimise et donne des résultats très rationnels et donne ce qui le ratio pour travailler sur le chantier. Par contre, c'est un chantier où il n'y a pas d'ingénieur, mais le chef chantier, celui qui est là, le charlatan qui est là, cherche à se protéger. Donc, où il voit 2 barres de fer, il peut me demander même 6 barres de fer. Le client étant profane doit acheter les 6 barres de fer et il doit introduire ça dans le béton. Ils ignorent qu'ils commettent encore d'autres erreurs plus graves et catastrophiques pour l'ouvrage. Parce que l'ingénieur qui a fait la structure, ayant prévu 2 barres de fer qui pèsent peut-être 3 kg, le charlatan viendra mettre 8 barres de fer qui va peser peut-être 16 kg ou 18 kg. Vous surdimensionnez le bâtiment, vous augmentez la charge du bâtiment. Or, les résultats du sol, le bâtiment a été dimensionné en fonction de la descente du charge faite par l'ingénieur. Maintenant, sur le terrain, il n'y a plus le suivi. Par contre, l'ingénieur étant sur le terrain, au fur et à mesure que le projet
est en train de progresser, lui vérifie tous les paramètres là. Est-ce que la descente de charge que j'avais prévue au départ dans le cahier de charge, j'avais prévu une descente de charge de telle valeur par rapport à une contrainte de sol? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au fur et à mesure que le chantier évolue, est-ce que la valeur n'a pas été n'est pas déjà supérieure à la valeur dont on recherche? Au fur et à mesure, nous vérifions cela. Mais s'il n'y a pas un ingénieur sur le chantier, soit disant qu'il est plus cher, vous vous rendez compte que sur le petit exemple que j'ai pris tout à l'heure, 3 barres de fer, c'est qu'il faut réellement, et un charlatan qui met 6 barres de fer, c'est des coûts énormes. Et le temps de manœuvrer ou de façonner les 8 barres de fer, c'est pas au même temps que de façonner 3 barres de fer. Donc il y a d'abord le temps, et il y a d'abord énormément d'argent qu'on perd. Mais notre souhait, comme nous le disons, c'est d'accompagner le client jusqu'à la remise des clés. Là, on peut dire qu'on a réalisé un ouvrage. Si nous passons notre temps à dessiner les plans, à faire des plans et ne jamais exécuter, nous ne sommes pas ingénieurs. Notre souhait, c'est de bâtir. Nous sommes là pour bâtir et non pour faire des dessins virtuels qui ne seront pas réalisés concrètement. Dans nos différentes recherches, nous avons appris que pour réaliser un bâtiment, il fallait la note de calcul était très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste la note de calcul? Ok, bon, la note de calcul, en réalité, vraiment, c'est le nœud du projet. Le nœud du projet. Lorsqu'on parle de la note de calcul, ça veut dire que l'ingénieur qui fait la note de calcul, déjà premièrement, l'architecte a conçu les plans dans la fonctionnalité, en respectant les règles de l'art. L'ingénieur viendra récupérer les plans qui ont été faits par l'architecte et l'ingénieur a la compétence pour pouvoir interpréter tous les documents qui ont été produits par l'architecte. Deuxièmement, l'ingénieur va auprès de la structure qui a fait les études de géotechnique pour avoir la nature du sol, qui est très capitale. Donc la nature du sol, dont le sol également est très important pour la très important. C'est pour ça qu'il y a les entreprises géotechniques qui sont là pour étudier le sol de fondation. Lorsque l'ingénieur récupère ces données-là, vous allez vous rendre compte que même si vous avez une note de calcul, rendez-vous compte si vous avez une note de calcul, allez sur la conclusion, vous allez voir, dans la conclusion, on dira l'ingénieur, en fonction de la descente de charge dont il est établi, va aller dans le tableau, dans les différents résultats et voir la valeur qu'il doit prendre pour dimensionner. Les études géotechniques ne donnent pas des résultats fiables directement pour la construction. Ça renvoie encore la charge à l'ingénieur. L'architecte renvoie encore la charge à l'ingénieur. Et l'ingénieur, là, c'est celui-là qui établit la note de calcul. Lorsque nous établissons la note de calcul, toute la responsabilité retombe sur nous. C'est la raison pour laquelle c'est l'ingénieur qui signe le contrat de maîtrise d'œuvre. Ça n'a jamais été fait par un architecte, ni par l'entreprise de géotechnique. C'est toujours fait par l'ingénieur. Parce que l'ingénieur est celui-là qui est garant de la stabilité d'un ouvrage. La note de calcul, c'est le récapitulatif, c'est la structure, c'est-à-dire qui tient compte de l'infrastructure qui est dans le sol et de la superstructure qui est visible par tout le monde. C'est l'ingénieur qui est garant de cela. Quand on parle de note de calcul, la note de calcul prend quoi en compte exactement? Est-ce le nombre de sacs de ciment, la qualité du sable, la qualité du fer? Ça prend quoi exactement la note de calcul? Parce qu'on a souvent, en fait, dans nos différentes recherches, nous apprenons souvent que quand on tourne ou on tourne le béton, il ne faudrait pas qu'il y ait l'eau du savon à côté et tout. Vous qui êtes ingénieur, nous voulons comprendre. La note de calcul est constituée des éléments suivants. Premièrement, il y a des hypothèses qui sont émises par l'ingénieur. Lorsqu'il émet toutes les différentes hypothèses, il revient maintenant, il définit les différents types d'acier, il définit les caractéristiques de l'acier, il définit les caractéristiques du ciment, il définit les caractéristiques d'eau de gâchage. L'eau uniquement qu'on fait le mélange avec est capitale. Il définit les caractéristiques de l'eau de gâchage. Il définit encore tout élément qui pourra, tous les éléments qui vont suivre pour le second œuvre dans ce document. On peut appeler la note de calcul comme le cahier de charge. Parce que dans le cahier de charge, tout cela
doit être mentionné. C'est-à-dire, on devait décrire tous les matériaux dont le bâtiment doit comporter. Pourquoi? Parce que l'architecte, comme je l'ai dit au départ, après avoir fait la conception, on va vous donner une image finie du projet. Il va vous dire, on va habiller en alucobond, on va habiller avec les carreaux, on va habiller, on va habiller. Vous vous rendez compte que, mais lui ne peut pas définir le poids. Il ne peut pas définir la masse. Il ne peut pas définir la taille, la charge que les différents matériaux qu'il a cités ou non qu'il a mis sur ces plans-là. C'est l'ingénieur qui viendra définir tout cela. Et lorsque l'ingénieur définit, nous avions le poids, nous avions la charge, la masse volumique, la surface. C'est sur cette base-là que nous constituons ce qu'on appelle note de calcul, qui peut être aussi, ou qui est appelé cahier de charge pour un chantier. Mais Monsieur Wabo, vous savez, dans les années 90, nos parents, quand ils construisaient, je ne pense pas qu'ils faisaient appel aux ingénieurs, à des structures géotechniques pour étudier le sol et tout. Mais on n'entendait pas qu'il y avait des immeubles qui s'effondraient ou alors qu'il y avait des maisons qui s'éboulaient. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus des maisons qui s'effondrent? Pourtant, avant, il n'y avait pas ces problèmes. Les parents construisaient sans toutefois tenir compte de tout ce que vous dites. On pouvait prendre un oncle au village qui s'est tourné le béton et il vient construire une maison. Ce n'était pas pour autant que la maison s'effondrait. Là, c'est une question très capitale, et que nous nous basons sur cela pour pouvoir jouir de nos droits ou exécuter tous nos projets. Pourquoi la question est capitale? Parce que vous allez vous rendre compte que même si aujourd'hui vous rendez au village, vous allez voir que les anciens bâtiments, là jusqu'à aujourd'hui, sont encore debout. Mais pourquoi les nouveaux bâtiments, c'est ça qui s'effondre ou non, qui est en état de démolition, qui est en état de fatigue par rapport aux anciens bâtiments? Premièrement, pourquoi? Parce que l'environnement d'abord a changé. L'environnement d'abord. De deux, vous vous rendez compte que les mêmes matériaux que nos parents utilisaient à l'époque, de nos jours, ces matériaux ont été utilisés autrement. On les a récupérés, on a façonné pour pouvoir produire d'autres éléments, non seulement pour pouvoir gonfler les prix sur le marché ou pouvoir amener une nouvelle technologie, mais sans toutefois tenir compte des bases, des fondements. Et généralement, beaucoup sont ceux-là que lorsqu'ils veulent construire, ils ne voudraient même pas savoir est-ce que ici on peut bâtir un ouvrage ou sur ce sol ou sur ce sol. Or, auparavant, nos papas avaient des stratégies pour pouvoir bâtir leur ouvrage. Lorsqu'ils se mettaient à fouiller, lorsqu'ils trouvaient la terre, où ils disaient que non, ça c'est la terre ferme. Ici, ça c'est la terre meuble. Et on montrait des différentes astuces pour pouvoir déterminer cela. Raison pour laquelle on faisait les briques de terre aujourd'hui et ça tenait. À l'époque, et ça tenait. Rendez-vous compte que les maisons qui sont au village, qui sont faites avec les briques de terre, jusqu'aujourd'hui, c'est solide. Par contre, les maisons qui sont faites en briquettes, qu'on utilisait toujours la même terre, n'a pas la même durée de vie que ce bâtiment. Parce qu'on a voulu simplifier les choses et mettre des produits qu'on ne savait pas d'abord passer au laboratoire et patienter, attendre un bon bout de temps pour pouvoir commercialiser et mettre sur le marché. Bon nombre sont ceux-là qui voudraient s'en passer du passé, de ce que les parents faisaient à l'époque, uniquement pour s'enrichir ou pour pouvoir produire des éléments nouveaux qu'on n'a pas assez expérimenté pour mettre sur le marché et pouvoir produire de l'argent. Rendez-vous compte que auparavant, on tolait la maison avec les pailles, mais il n'y avait pas de fuite, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas... lorsqu'il pleuvait, quelle que soit la pluviosité, mais vous ne pouvez pas voir que la maison est mouillée. Aujourd'hui, nous avions les tôles, mais ça dure pour combien de temps? Ça veut dire que, est-ce que avant de commercialiser un produit, est-ce que les études ont été faites? Est-ce que ça a été contrôlé pour pouvoir mettre cela sur pied? À l'époque, le ciment qu'on utilisait, les pierres qu'on utilisait, on voudrait développer autre chose, mais s'en passer. Alors qu'on n'a pas d'abord compris le fondement dont les parents ont laissé. Raison pour laquelle nous allons plus conseiller ceux-là qui viennent vers nous ou vers les experts en domaine pour dire non, on peut le faire avec les pierres, mais de quelle façon? Nous ne disons pas que nous ne travaillons pas avec ces matériaux. Moi particulièrement, je travaille avec ces matériaux. Mais je ne travaille pas de la même façon que les autres. Je peux prendre une pierre, je taille la pierre pour avoir la forme dont j'ai besoin et je mets ça sur mon chantier. Les autres vont prendre ça de façon archaïque
archaïquement et ils vont ignorer que le poids de ça, le volume de ça, la forme, et pour pouvoir rattraper les endroits qui sont un peu qui ne présentent pas bien, ils vont charger avec du béton. C'est du poids que vous ajoutez. Or, j'aurais dû tailler ça à l'avance avant de mettre cela sur pied. Donc, voilà un peu à quoi nous sommes confrontés. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de pluie. Je voudrais revenir sur le phénomène de pluie. Dans certains immeubles, je ne voudrais pas citer les noms des quartiers ici, mais dans certains quartiers à Douala, dans certaines maisons, on rencontre souvent la moisissure à l'intérieur des maisons. À quoi est-ce qu'elle due cette moisissure qui apparaît très souvent à l'intérieur des maisons? Voilà. Généralement, ce que vous rencontrez dans les maisons, c'est au niveau de la ventilation. Je dis, l'élément numéro 1 pour faire partie d'abord la moisissure dans une pièce, c'est la ventilation. C'est pas pour rien qu'on dit, pour faire un plan, l'ingénieur doit faire d'abord ou l'architecte doit faire une descente sur le site. Parce que l'architecte voudrait arriver et regarder le sens du vent, le soleil se lève de quel côté et se couche de quel côté. On voudrait regarder cela d'abord avant d'implanter le bâtiment. Lorsque nous regardons cela, c'est pour voir si le vent souffle comme ça, alors il faudrait mettre une ouverture ici. Si le vent entre par là, ça doit sortir de l'autre côté. Ça, c'est pour que cette pièce soit ventilée. Si la pièce n'est pas ventilée, attendez-vous à la moisissure. Et maintenant, deuxièmement, c'est le rapprochement des bâtiments des uns et des autres. 2 bâtiments, 4 bâtiments, 5 bâtiments, parce qu'on ne voudrait pas laisser 1 mètre carré, on ne pourrait pas respecter les reculs. On colle les bâtiments, on colle les bâtiments. Comment ces bâtiments vont respirer? Et nous utilisons les matériaux artificiels. Ce ne sont pas les matériaux, ce sont pas les matériaux qu'on a trouvés tels quels sur la nature. On a besoin de cette ventilation entre 2 immeubles. Vous allez voir, quelqu'un va construire un immeuble R+5, l'autre va venir faire R+5 à côté, mais ils vont coller les immeubles. Les 2 bâtiments ne respirent pas. C'est du matériau qui est censé respirer. Ça va refléter à l'intérieur du bâtiment. Et si à l'intérieur du bâtiment, cette pièce n'est pas assez ventilée, attendez-vous à la moisissure. Troisièmement, beaucoup sont ceux-là qui oublient les paramètres d'étanchéité dans le bâtiment. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas. Mais les maisons étaient étanches. Aujourd'hui, vous voulez, il y a tout produit d'étanchéité sur le bâtiment. Mais rien n'a été étudié de près pour être mis sur le marché ou non avant d'être employé. Raison pour laquelle nous allons dire, si ça concerne les matériaux ou non le problème d'étanchéité, on va vous dire, on a fait l'étanchéité sur les murs, on a fait partout. Regardez, voilà, vous avez utilisé quel matériau? Le matériau que vous avez utilisé, quelle est sa durée de vie, quelle est sa durabilité? Est-ce que ce sont les matériaux qui doivent être appliqués à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que ce sont les matériaux qui doivent être appliqués à l'extérieur et après il doit y avoir un revêtement de plus au-dessus? Ça peut être les matières premières. Ce ne sont pas les matières secondaires ou les matières de finition. Chacun se rend sur le marché, il achète le matériau d'étanchéité, il vient appliquer à sa guise. On n'apprend même pas autant pour pouvoir lire la notice. Les fiches techniques sont là, mais vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un arrive sur le marché, il achète les produits d'étanchéité. Premièrement, il arrive, on applique comment? Ça a une fiche technique. Est-ce que vous avez la fiche technique pour pouvoir lire les différentes caractéristiques? Quand est-ce qu'il faut appliquer? Après avoir appliqué la première couche, après combien de temps il faut appliquer la deuxième couche? Après combien de temps il faut appliquer la troisième couche? Est-ce qu'après la troisième couche, ce matériau peut rester aux intempéries? Voir les études qui ont été menées au fur et à mesure, avant de laisser un matériau. Voilà le pourquoi vous allez vous rendre compte que chacun, dans les pièces, on est appelé à avoir la moisissure de partout. Parce que nous ne connaissons même pas la nature du matériau qui a été utilisé. Nous ne connaissons pas, peut-être c'est un matériau de l'extérieur, vous avez mis à l'intérieur. Or, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut consulter des experts. Il faut consulter des experts. Et les experts là ne peuvent être que, d'abord, premièrement, comme je dis, l'ingénieur qui est sur le terrain. Parce que lui, il a pris en compte dans sa note de calcul. Si vous mettez un élément plus volumineux, ça augmente le poids du bâtiment. Si vous mettez un élément peut-être qui est plus faible, alors ça ne doit pas résoudre le problème. L'ingénieur devrait décrire et décortiquer tout ce qui a été produit par ses collaborateurs. Monsieur Wabo, durant
tout votre déroulé, vous nous faites comprendre que pour construire un immeuble, la présence d'un ingénieur qui travaille en collaboration avec un architecte est très important. Maintenant, je voudrais savoir, à votre avis, pourquoi peu de personnes sollicitent donc l'expertise de ces ingénieurs? Manque d'informations. Ils ne sont pas assez informés et beaucoup sont ceux-là qui voudront directement avoir un immeuble, avoir mis sur pied un immeuble. Moi, je dis souvent, ça ne sert à rien de faire un immeuble R+3 avec un charlatan. Vous voudrez mieux faire un plein pied ou un R+1 ou un duplex. Parce que vous ne venez pas vers nous pour ressourcer. Maintenant, vous voyez tout l'ingénieur comme l'ingénieur qui est cher. Parce que beaucoup sont ceux-là, parmi les clients que je rencontre, lorsque j'arrive avec peut-être mon véhicule, on dit non, on ne veut même plus m'écouter parce que j'ai garé mon pick-up. J'ai garé peut-être une petite voiture. Mais lorsque vous descendez sur la moto, je vous rassure que le client va vous amener même au restaurant, vous faire manger. Et après, il va vous dire que on fait comment, on se revoit quand. Mais lorsque vous venez avec le véhicule, tout ce que vous parlez, disent mon argent. Ils ignorent ce que l'ingénieur peut apporter. Or, c'est l'idée qui est capitale. Prenez d'abord l'idée. Mais vous dites qu'il y a un manque de communication. Vous, en tant qu'ingénieur, comment est-ce que vous communiquez donc avec ces potentiels clients? Déjà, ceux-là avec qui moi je travaille au quotidien, ce sont d'abord des personnes assez expérimentées et qui sont ouverts aux explications, aux propositions, aux critiques, sans toutefois regarder la personne qui est devant lui. Il voudrait cela, c'est avec qui moi je fonctionne. Lorsque je rencontre des personnes qui ne voudraient même pas avoir une explication venant d'un ingénieur ou d'un architecte, parce que l'architecte va après déposer une facture de tel montant, et que l'architecte n'a pas apporté un document, n'a pas apporté un sac de ciment, n'a pas apporté des papiers qu'il doit déposer, vraiment, et qui ne sont pas assez... Qu'est-ce que je dirais? Je ne voudrais pas parler au niveau de l'éducation, mais je resterai au niveau de manque d'information, parce que lorsque j'ai affaire à un monsieur assez mature, qui a l'esprit ouvert, intellectuel, vraiment, tout ce que vous parlez, même il pourra vous payer votre prestation, il pourra vous payer peut-être vos honoraires, et bien après vous consulter, vous utilisez comme un consultant, parce qu'il ne trouve pas peut-être, il n'a pas les moyens pour vous mettre sur le chantier matin, midi, soir, mais il vous consulte de temps en temps au fur et à mesure que le marché avance. Mais vous vous rendez compte qu'il y a le niveau de compréhension. Lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un, il a son argent, et il se dit qu'avec l'argent, je peux tout faire. Quel que soit ce que vous allez dire, vous ne seriez pas ensemble. Monsieur Wabo, nous savons que Douala a un sol assez particulier. Que direz donc vous à ces personnes-là qui souhaitent construire dans la ville de Douala, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'expertise d'un ingénieur ou d'un architecte que vous êtes? Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes? Le conseil que je peux donner à tout cela, à ces personnes, c'est que premièrement, d'abord, j'aimerais d'abord qu'ils sachent que lorsque vous aviez un site, même si les études ont été faites au préalable il y a déjà 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous allez vous rendre compte que les images qui ont été prises ce jour ne seront pas les mêmes images au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si on a fait les études sur un sol il y a de cela 10 ans, il y avait peut-être tout autour du site où on doit construire, il n'y avait que 2 bâtiments. Et qu'après 10 ans, lorsque vous revenez, vous trouvez 8 bâtiments, 10 bâtiments, votre sol a été modifié. Vous n'avez plus les mêmes contraintes. Il est question de refaire automatiquement les nouveaux sondages, étudier encore ce sol. Pourquoi? Parce que lorsque un bâtiment, 2 bâtiments, 3 bâtiments est implanté, et vous venez implanter 6 bâtiments au voisinage, il y a ce qu'on appelle les refus d'eau dans le sol, les modifications. Et lorsque tout cela, lorsqu'il y a tous les bâtiments, alors les eaux, donc puisque lorsque vous mettez un bâtiment, les eaux fuient et vont de l'autre côté. Et vont de l'autre côté sur le terrain qui est nu. Lorsqu'on va venir bâtir un autre bâtiment, les eaux là vont fuir et votre terrain qui est nu va recevoir tous les eaux là.
Ça veut dire que les études qui ont été faites avec la nappe phréatique à 2 mètres, au jour d'aujourd'hui, vous venez le faire, vous allez voir que c'est à 1 mètre. Donc, il est toujours primordial d'abord de faire des études géotechniques. Au cas où vous ne pouvez pas faire les études géotechniques, rapprochez-vous carrément aussi auprès d'un ingénieur parce que avant que les appareils là ne soient mis sur pied ou que nous utilisons ces appareils, il y a une équipe d'ingénieurs, des grands ingénieurs qui ont mené des études dans tout le Cameroun, dans toutes les 10 régions, dans les 10 provinces, pardon. Dans les 10 régions, oui. Dans toutes les 10 régions, et ils ont donné les contraintes par zone dans un document qu'on appelle le guide des tâcherons. Beaucoup exploitent cela et sont proches des résultats. Pourquoi ils sont proches des résultats? Parce qu'ils arrivent, lorsqu'ils voient une contrainte qui est de 1,5, par exemple, au lieu de prendre les 1,5, ils vont prendre 0,9. Vous voyez qu'ils mettent une marge de sécurité pour dire, bon, si. Et lorsque vous mentionnez dans votre note de calcul que d'après le guide de tâcheron, au vu de la taille du bâtiment, nous sommes passés dans le guide de tâcheron, page, nous avions pris telle valeur parce que nous sommes dans la zone de Douala 5e pour une contrainte de 2, mais au lieu de prendre la valeur là, nous avions pris une valeur plus moindre pour pouvoir faire le travail. Cela peut être vérifié facilement s'il y a une expertise à faire sur le terrain. D'accord. À votre avis, quelle est donc la durée de vie le vie d'une construction pour ménage et pour habitation à usage commun? La durée de vie, d'abord, dépend du type de matériaux que vous avez utilisé. Le type de matériau est capital pour définir la durée de vie. Si nous prenons le béton armé, qu'on a l'habitude d'utiliser, vous allez voir ça partout, le béton armé qu'on utilise avec le ciment et tout et consorts, minimum, nous sommes à 50 ans. Maintenant, si c'est en structure métallique, alors on peut aller à plus d'un siècle, plus de 100 ans, 80. Donc, tout dépend du matériau qui a été utilisé. Si c'est en structure mixte, il faudrait donc que vous mettez, comme c'est en structure mixte, béton, acier, bois, il faudra définir la durée de vie du bois et en fonction de la naissance du bois. C'est quel bois que vous avez utilisé? Définir sa durée de vie, définir pour le béton, définir pour l'acier avant de les mettre ensemble. C'est après avoir défini tous les différentes durées de vie, des différents types de matériaux dans les structures mixtes que vous pouvez donner la durée de vie d'un bâtiment. Mais généralement, comme je vous ai dit tantôt, pour les ouvrages en béton armé, le minimum c'est 50 ans. Donc c'est après 50 ans qu'on doit penser à une rénovation du bâtiment ou on peut le faire avant? À quel moment est-ce qu'on doit penser à faire une rénovation du bâtiment? Là-bas, lorsque vous parlez de la rénovation dans le bâtiment, vous faites allusion à plusieurs choses. À plusieurs choses, je m'explique. La rénovation et non la réhabilitation. La réhabilitation, je suis d'accord, parce que la réhabilitation, on ne change rien sur la structure du bâtiment. On vient seulement peut-être refaire la peinture, refaire les murs qui sont sales, retoucher certaines choses, retoucher les appareillages, ce qui est visible. Oui. Mais la rénovation, pour un bâtiment qui peut-être qui est en train de s'effondrer, ou non qui perd déjà sa valeur, ça peut être une reprise en ciseaux. On viendra d'abord sur le terrain, faire d'abord une étude de l'état actuel du bâtiment pour voir est-ce que les matériaux sont déjà fatigués, est-ce que l'amortissement du matériau est déjà atteint. C'est après avoir fait toutes les études là qu'on peut voir est-ce qu'on ira à une rénovation. La rénovation, ça veut dire qu'on va changer la structure de l'ouvrage. Par contre, la réhabilitation, on remet seulement l'ouvrage à jour sans toutefois modifier la structure. Dans la rénovation, on modifie. Donc, ce qui veut dire, la rénovation peut avoir lieu dans un projet parce qu'on voudrait changer la taille du projet, on voudrait changer l'usage du projet. Moi particulièrement, en 2013, j'ai travaillé pour la rénovation, École Les Abeilles de Sainte-Rita, quand j'étais ingénieur de travaux. Sans publicité. Allez-y. Oui, je disais par contre, j'ai travaillé pour cette école. Pour cette école, Les Abeilles de Sainte-Rita, c'est pour les sœurs. Auparavant, ils sont à Cité de Palmier. Lorsqu'ils sont implantés, ils avaient peu d'effectifs. Ils ont conçu les simples bâtiments pour recevoir les élèves qu'ils avaient. 4 ans, 5 ans après, étant donné qu'ils sont sur le même site, ne peuvent pas changer de site, ils ont eu un effectif terrible.
Qu'est-ce qu'il fallait faire? Changer des sites? Non. Il faut rénover le bâtiment. Nous avions rénové, nous avons fait des reprises en sous-œuvre et nous avons collé une dalle, deux dalles, sans toutefois démolir ce qui existait avant, qui était un plein pied sans plancher. Nous avions fait jusqu'à 2 ou 3 planchers. Voilà une rénovation que nous avions fait parce qu'on a changé la configuration, on a changé la structure du bâtiment au vu de la forte mobilisation, ou non, au vu de l'effectif croissant. Nous avons observé un certain phénomène dans la ville de Douala. Vous savez, vous êtes un habitant de la ville de Douala, donc vous parcourez la ville de Douala. Il y a certains immeubles on a commencé les constructions, on ne les a pas terminés. Des années plus tard, on revient, peut-être les enfants du promoteur, peut-être les décédés, ils reviennent, ils font les finitions sur l'immeuble. Est-ce que pour faire ces finitions-là, ils ne devaient pas au préalable refaire une étude du sol, refaire une note de calcul? Est-ce qu'ils peuvent juste s'amener comme ça 10 ans ou 20 ans après, alors que le bâtiment a subi toutes les intempéries possibles et revenir faire les finitions? Est-ce qu'il n'y a pas des études qui devraient être faites au préalable? Merci. Bien évidemment, il y a des études qui devaient être faites au préalable. Il y a des études qui devaient être faites au préalable parce que si, et c'est récurrent dans la ville, vous pouvez bâtir votre ouvrage en 5 ans, en 10 ans, un bâtiment qui a été prévu pour une durée de construction de 8 mois, vous pouvez le faire en 2 ans, en 3 ans. Mais de quelle façon? Comment faire les reprises des travaux? Très important. Les reprises des travaux devraient tenir en compte de la situation à l'instant T où on a laissé l'ouvrage. Je prends un exemple, je suis en train de faire un R+3. Je commence d'abord la fondation avec les documents bien fournis, bien rédigés pour un R+3. Je fais la première dalle, je fais la deuxième dalle et je n'ai plus l'argent pour continuer. Ou peut-être prenons un cas, le parent décède. Les enfants sont encore petits et les enfants viendront plus tard continuer. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser l'ouvrage aux intempéries? Pour protéger la structure, pour protéger les aciers qui se trouvent dans le béton. On devrait faire les études parce que ça n'a pas été prévu dans le cahier des charges, prévu dans nos de calcul. Alors, chemin faisant, quelle est la méthode idéale pour pouvoir laisser un ouvrage pareil? Vous nous faites appel, nous venons faire un traitement de surface, d'abord peut-être au niveau des planchers, ou d'abord recouvrir d'une autre façon, protéger les aciers qui sont dans la structure et voir comment empêcher les infiltrations des eaux, réduire les intempéries, les effets des intempéries sur l'ouvrage. On devrait réduire les effets. Maintenant, lorsque on reviendra pour continuer avec l'ouvrage, premièrement, on devrait se rassurer, malgré ce qui a été fait pour protéger l'ouvrage, est-ce que l'ouvrage effectivement a été protégé avant de continuer avec les prochaines dalles ou avec les travaux? Faire une vérification et se rassurer d'avoir des très bons résultats avant de continuer. Donc, tous les ouvrages dont nous rencontrons dans la ville, qui ont été commencés et abandonnés, ne devraient pas être abandonnés de n'importe quelle façon. Il y a des protections qu'on devait le faire. Et lorsqu'on viendra reprendre les travaux, on devait encore protéger tout cela. Donc, avant de laisser un immeuble, il y a d'abord, en fait, ce qui devrait d'abord être fait, c'est d'abord traiter le bâtiment avant de le laisser pour qu'il ne subisse pas le poids de ces intempéries. Et avant de reprendre la construction, les travaux, il y a également une autre étude qui doit être faite pour savoir à quel moment continuer. À quel moment? Il y a une étude qui devait être faite pour savoir est-ce que les éléments qui existent étant déjà sur le site peut encore supporter l'ouvrage. Est-ce que c'est encore à l'état à l'instant où on avait laissé, c'est-à-dire si ça avait des valeurs, si ça avait des caractéristiques, est-ce que les caractéristiques là répondent encore pour pouvoir supporter un tel ouvrage? Si cela n'est pas le cas, alors on devait faire des éléments de renforcement pour pouvoir continuer avec le prochain projet. Il peut arriver que sur le site, peut-être il y a 2 poteaux ou 3 poteaux dont l'acier a été déjà rouillé dans le béton. Alors il faudrait trouver un moyen pour mettre un autre poteau qui doit remplacer, même si on ne doit pas démolir ce poteau qui est déjà endommagé, mais on doit trouver
moyen de remettre un poteau qui doit fonctionner, qui va reprendre les charges que ce poteau devait supporter et transmettre au poteau qui est plus bas pour la continuité de l'ouvrage. Donc on devait faire ces vérifications pour savoir est-ce que l'ouvrage, après avoir passé un tel nombre d'années, peut encore supporter une telle charge. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tel est le cas, alors on peut avancer. Donc on devrait toujours se rassurer au fur et à mesure, parce que si vous donnez un projet à un ingénieur ou à une entreprise de génie civil, et à un certain moment, vous venez un matin, vous dites que non, après cette dalle, vous allez arrêter comme ça parce que vraiment, il n'y a plus d'argent. Or, s'il était informé au préalable qu'après la deuxième dalle, il devait mettre des produits. Il devait mettre des produits dans le béton, ou il devait protéger l'acier autrement. Il devait apporter des adjuvants. Des adjuvants, ce sont les éléments qu'on ajoute pour modifier les caractéristiques de l'ouvrage. Je peux apporter des adjuvants dans le béton pour empêcher l'infiltration des eaux, pour empêcher l'effet des intempéries sur mon béton avant de laisser la dalle à l'air nu. J'apporte des adjuvants, je mets dans le béton, je tourne avec et je laisse la dalle comme ça, je n'ai pas de problème. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des toitures, que c'est une toiture terrasse sans étanchéité au-dessus, qui ont été faits avec des produits d'étanchéité, avec des adjuvants, et qu'on n'est même pas venu après faire de l'étanchéité proprement dit au-dessus, mais que l'ouvrage résiste, il n'y a pas d'infiltration d'eau. Parce que cela a été pris en compte. Donc c'est tout cela qui doit... on devait prendre en compte tout cela avant de continuer avec un tel projet. Tout à l'heure, vous avez parlé de la rénovation d'une école du côté de la Cité des Palmiers. Bon, maintenant, je veux comprendre. Là, c'est parce que c'est vous qui avez d'abord construit cette école. Elle était de plein pied, vous l'avez dit. Bon, maintenant, dans certains de nos quartiers dans la ville de Douala, il y a des maisons qui sont faites de plein pied. Et des années après, des enfants reviennent, peut-être soit là à l'étranger, ils reviennent et ils décident de couler 2 ou 3 dalles sur cette maison sans toutefois refaire une note de calcul. Que pouvez-vous dire justement par rapport à ce phénomène? On pourrait dire vraiment, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Ce sont des catastrophes qui vont naître et bien après, ils sont ignorants de la situation, de l'impact qu'ils sont en train de produire, parce que vous n'allez pas me dire qu'un plein pied devrait venir supporter une dalle, 2 dalles, 3 dalles, parce que vous êtes revenu aujourd'hui, vous avez les moyens. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Je peux vous prendre un cas très simple dans ce sens. Rendez-vous compte qu'il y a de cela 15 ans, chez vous-même, peut-être votre parent avait bâti un plein pied pour sa maison d'habitation. Et plus tard, vous êtes 5-6 à la maison. Chacun devrait avoir au moins une chambre. Oui. Et papa décide directement de faire une dalle au-dessus de la maison. Avant de faire la dalle, il y a une reprise en sous-œuvre. Même si celui qui a construit le plein pied ne vit plus, il y a ce qu'on appelle faire venir une équipe pour faire une petite expertise sur le bâtiment. Même si le concepteur qui avait construit n'est plus vivant, n'est plus là, n'est pas là, un ingénieur est capable de faire une expertise sur un bâtiment et vous dire ce bâtiment, ça peut supporter la dalle, ça peut ne pas supporter. On peut ajouter 1 ou 2 ou 3 poteaux, faire passer les poutres pour porter une dalle. Et voilà ce qui devait être fait. Cette petite étude pour gagner la vie humaine, pour éviter les catastrophes. L'expertise. Merci, Monsieur Wabo. C'est avec cette question que nous allons terminer cet entretien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Madame Carole. C'est moi qui vous remercie parce que, en ce qui concerne notre domaine, vraiment, avec tout ce qui se passe dans la ville, nous ne voulons plus que cela se passe. Nous voulons vraiment exercer. Nous voulons vraiment exercer, montrer de quoi nous sommes capables. Hein? Nous voulons montrer, donc vraiment nous remercions si davantage nous pouvons édifier le public par le biais de votre chaîne de télévision. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision. Restez connectés.